Dans le podcast de cette semaine, j'ai le grand plaisir de discuter avec Michaël Bertrand, spécialiste des intelligences artificielles. Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une promesse pour enseigner autrement ? L'expertise et le regard critique de Michaël m'a passionné. J'espère que ce sera pareil pour vous. Bonne écoute. Alors bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être avec Michaël Bertrand qui avait le plaisir d'accepter mon invitation. Michaël Bertrand, il est enseignant à l'Académie de Dijon et formateur pour les enseignants, spécialiste des intelligences artificielles, et il vient nous parler de cette thématique brûlante actuelle. Et on va se poser la question de est-ce que l'intelligence artificielle est une promesse pour enseigner autrement ? On va essayer de porter un regard critique et constructif sur le sujet. Bonjour Michaël. Bonjour Sophie, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Alors, on va parler de ce sujet qui peut inquiéter, qui est passionnant évidemment, mais qui peut amener des zones d'ombre. On sait pas encore trop ce qu'on va en faire, comment on va l'utiliser. Et c'est un peu ma première question. Je vais beaucoup dans les écoles et c'est vrai que c'est un sujet qui peut faire peur. Est-ce que finalement, il faut avoir peur de ces intelligences artificielles qui nous arrivent ? Alors, je trouve cette question très intéressante, et tellement intéressante que c'est souvent avec cette question que je commence mes interventions auprès des collègues en établissement, lors des différentes formations que je peux assurer. Parce que c'est effectivement une crainte qui est partagée par de nombreux collègues dans différents niveaux d'enseignement. Et moi, je trouve intéressant déjà d'interroger ce rapport émotionnel à cette nouvelle technologie qui est en train de s'imposer. Ma formation d'historien fait que j'ai toujours très très envie de mettre ce qui nous arrive en perspective avec ce que des sociétés passées ont pu rencontrer. En fait, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien de nouveau. Dès 1913, l'inventeur Thomas Edison donnait une interview très très connue dans laquelle il nous dit que les livres seront bientôt obsolètes dans les écoles, les élèves recevront un enseignement visuel, il est possible d'enseigner tous les domaines de la connaissance humaine par le cinéma, notre système scolaire va complètement changer d'ici 10 ans. Alors, dans la bouche de Thomas Edison, on voit un enthousiasme face à l'invention du cinéma qui avait quelques années lorsqu'il donne cette interview. Mais évidemment, on peut supposer que pour les enseignants, c'était quelque chose d'un petit peu plus compliqué et une crainte probablement de se faire remplacer par le cinéma. On a retrouvé à peu près la même chose quelques décennies plus tard avec la calculatrice. De nombreux enseignants ont considéré que ce nouvel objet dans le cartable des élèves posait question. Et en fait, dans la réalité, ces questions se sont posées au moment de la diffusion du livre imprimé, au moment de la diffusion de la radio, de la télévision, des ordinateurs, d'Internet, de Wikipédia, des MOOC. Et là, on voit bien qu'en plus, on a l'impression que ça revient tous les 10 ans. Que maintenant, les nouvelles petites technologies suscitent une nouvelle crainte. En fait, derrière, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de langage commercial. Moi, je voudrais quand même commencer tout de suite en rassurant les collègues, parce que ces peurs qui s'expriment quant aux usages des IA génératives sont très, très largement exagérées. Alors, comme je l'expliquais dans les différents exemples en introduction, en fait, on nous a déjà fait le coup tellement de fois. À chaque fois, on nous a expliqué que les enseignants allaient disparaître. Et force est de constater que nous sommes aujourd'hui en 2024 et on en arrive toujours à la même conclusion. Apprendre est une activité éminemment sociale qui nous renvoie à notre humanité. Il n'a jamais suffi de mettre un outil, et pour l'instant qu'il soit numérique ou pas, mais de mettre un outil entre les mains des élèves pour que ces élèves se mettent à apprendre seuls. Et en fait, on a des penseurs, des pédagogues qui nous ont déjà dit ça dans de très très nombreux essais. Mon préféré étant Paulo Freire, qui en 1970 rappelait que personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Alors oui, le monde aujourd'hui, ce sont les intelligences artificielles, on va devoir faire avec les intelligences artificielles, mais il n'empêche qu'on va devoir continuer à apprendre ensemble, entre humains. Et ensuite, je voudrais éventuellement faire un petit focus sur la question des outils numériques. Parce que
ces outils numériques récents ont laissé parfois transparaître l'illusion que des élèves allaient pouvoir apprendre seuls derrière un ordinateur. Et là encore, on a des chercheurs qui nous montrent que ce n'est pas le cas, ça n'a jamais été le cas. Alors en France, je pense notamment aux travaux d'Anne Cordier, mais à l'échelle mondiale, ce sont également des travaux de l'UNESCO qui nous montrent qu'il ne faut surtout pas confondre chez nos élèves la question de l'appétence et la question de la compétence. Nos élèves peuvent avoir une appétence pour les outils numériques. Ils peuvent s'emparer beaucoup plus rapidement et facilement que nous, souvent, ces outils numériques. Cependant, sont-ils compétents dans ces outils ? On a quand même quelques doutes. Dès qu'on leur retire le téléphone portable des mains et qu'on les remet devant un ordinateur, on voit bien que devant un clavier, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et dès qu'on commence à les mettre en situation de création et non plus en situation de consommation, on a beaucoup de difficultés. Ils sont énormément sur TikTok, sur Instagram, ils y passent des heures, certes, mais dès que nous, enseignants, on veut essayer de leur dire, utilisez ces outils. Utilisez-les pour mettre en place un récit, pour mettre en place une synthèse et nous dire ce que vous avez appris. On se rend compte qu'ils ne maîtrisent absolument pas ces compétences liées à l'oral, liées à l'argumentation, la cause, la conséquence, etc. Alors si je peux me permettre, d'ailleurs, je peux vous donner une anecdote sur l'usage très précis des IA génératives. J'en discute beaucoup avec mes élèves, d'autant plus que je l'utilise assez régulièrement avec mes élèves. Et lorsque cet outil est apparu fin 2022, je leur ai proposé très rapidement d'intégrer des séances. Et puis on est monté petit à petit dans les usages. Et puis le hasard fait que je me suis retrouvé en voyage scolaire avec eux, un transport de 10 heures en bus, où certains de mes élèves commencent à sortir leurs affaires et faire un petit peu des devoirs. Je vais les voir, je leur demande si je peux les aider et je me rends bien vite compte qu'il y a une petite gêne. C'est certains d'entre eux qui rangent leur téléphone très très rapidement. Bon, évidemment, je leur dis, écoutez, je suppose que vous utilisez Internet pour faire vos devoirs, donc c'est pas un problème. Allons-y, franchement. Ils disent oui, mais bon, là, on avait utilisé ChatGPT pour une dissertation en français, on n'y arrivait vraiment pas. Ok, on y va, on regarde. Bon, non, en fait, ça sert à rien. La réponse était nulle. Écoutez, je veux bien regarder avec vous et avec ChatGPT. Et là, en fait, ils ont accepté de me montrer leurs requêtes, de me montrer aussi leur historique. Et c'est une catastrophe. En fait, je me suis rendu compte qu'ils utilisent ChatGPT comme ils utilisaient un moteur de recherche. Et à chaque fois, en fait, ils l'utilisent très mal. Le réflexe d'un élève aujourd'hui, c'est de se dire, j'ai une question, je copie-colle cette question dans un moteur de recherche. Ça marchait pas dans le moteur de recherche parce que un moteur de recherche, on doit procéder par mots-clés et ça demande un langage bien particulier. Là, finalement, ChatGPT, et les IA génératives de manière générale, ça les a convaincus parce qu'ils peuvent poster leurs questions et ils auront toujours une réponse rédigée. Cette réponse est-elle légitime ou pas ? En fait, une fois sur deux, elle ne l'est pas. Et là, on a eu une discussion très très intéressante parce que je leur ai dit, mais ça vous va pas, mais alors du coup, vous faites quoi ? On éteint et puis on se met au boulot. Mais en fait, le but d'une IA générative, c'est d'être un agent conversationnel. Donc, si la réponse ne vous convient pas, peut-être qu'il faut reposer la question autrement. Peut-être que la requête n'était pas bien posée. Vous lui posez une question et vous savez que vous devez faire une dissertation de français. Mais l'IA générative ne sait pas que vous devez faire une dissertation. Donc, l'IA va vous fournir un résumé. Si vous voulez une dissertation, il faut lui dire ce que c'est qu'une dissertation au regard des compétences officielles qu'on vous enseigne en classe. Donc, vous voyez, finalement, tous ces éléments me montrent que qu'on ne doit pas avoir peur, qu'on doit tout simplement travailler dans la réalité, se rendre compte que ces outils existent, peuvent nous rendre service à condition d'arriver à les maîtriser et de savoir les utiliser quand ils peuvent nous rendre service. Et enfin, je terminerai quand même en disant que on peut avoir des craintes, on peut avoir des peurs, mais moi j'ai des peurs qui souvent ne sont pas celles que les collègues me renvoient en formation. La première crainte de mon côté, c'est la crainte d'une fracture numérique.
mais pas d'une fracture numérique au sens matériel, parce que les statistiques nous montrent qu'en fait 98% de nos élèves sont équipés d'outils numériques. Quand je parle de fracture numérique, en fait, moi je parle d'un creusement des inégalités en littératie numérique. On se rend compte que nos élèves ne savent pas poser des questions, ne savent pas utiliser ces outils de manière intelligente et efficace. La deuxième question que l'ensemble de la société devrait se poser, c'est la question écologique. On a des rapports qui ont été publiés ces dernières semaines et qui montrent un bond gigantesque dans l'utilisation d'énergie par les sociétés telles que Google, Microsoft, OpenAI. Et en fait, cela est lié très concrètement au développement des IA génératives. Or, nous savons que nous sommes déjà en surconsommation énergétique. Et le troisième risque, c'est le risque de l'apprivoisement de ces machines sans devenir les objets de ces machines. Et ça, je pense qu'on aura besoin d'en rediscuter ensemble un petit peu plus profondément. Ouais. Alors, tu as en partie répondu à ma deuxième question, parce que la question, c'était de savoir est-ce qu'effectivement, l'intelligence artificielle va finir par remplacer les profs. C'est une affirmation un peu inquiétante, mais c'est vrai que je l'ai entendu dans certaines écoles de dire, voilà, ces intelligences artificielles, on va perdre notre boulot, finalement, ils vont faire notre boulot à notre place. Je pense que ça a déjà un petit peu rassuré sur la question en disant, je ne le pense pas, mais je vais quand même te laisser développer un peu cette idée-là. Alors, effectivement, si on centre maintenant un petit peu plus précisément sur les enseignants, parce que la crainte, on peut l'avoir sur d'autres métiers. Il y a clairement des métiers qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître. Pour les enseignants, je me permettrai de citer un compatriote belge qui pour moi est un des grands penseurs en éducation, c'est Marcel Lebrun. Et Marcel Lebrun, dans plusieurs conférences il y a déjà de nombreuses années, et là en l'occurrence pour l'utilisation de capsules vidéo, répondait de manière provocante aux enseignants que s'ils craignaient de pouvoir perdre leur job face à un ordinateur, face à Internet, face à une vidéo publiée sur YouTube, c'est peut-être qu'ils méritaient de perdre leur job. Alors je n'ai pas la posture suffisante pour être aussi provocant que Marcel Lebrun, mais voilà, je trouve qu'en fait la réponse elle est intéressante parce qu'elle nous interroge sur le sens profond de notre métier. Et donc oui, si on considère que le métier d'enseignant aujourd'hui consiste essentiellement à transmettre des connaissances, on peut avoir des craintes. Et il y a des enseignants qui considèrent que ils ont la connaissance et ils sont là pour la transmettre à des élèves qui la prennent en note et ensuite font des exercices d'application. Et oui, ceci, clairement, ça va être menacé dans les prochaines années puisque nous sommes entrés, avant même les IA génératives, dans une société de la connaissance qui fait que la connaissance est partout sur Internet, au bout de nos doigts grâce à nos téléphones portables. Mais si on considère que notre métier, en fait, répond à d'autres priorités, qui consistent à mobiliser des connaissances au bon moment, au service de compétences, pour développer son esprit critique, pour apprendre à résoudre des problèmes en situation réelle, pour favoriser la coopération, pour faire preuve de créativité, alors là, très concrètement, on n'a aucun souci à se faire. Et là encore, je vous invite à vous tourner vers le passé. On en a tellement qui nous ont montré qu'on avait déjà traversé des étapes comme celle-ci dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation de manière générale. Il y a une citation que la plupart d'entre nous connaissons sans la comprendre. C'est la citation de Michel de Montaigne. Dans les Essais à la fin du XVIe siècle, Michel de Montaigne dit « Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». On connaît tous cette citation. À qui s'adresse cette citation ? En fait, elle ne s'adresse pas aux élèves, elle s'adresse à des parents. Michel de Montaigne, quand il écrit cette phrase au XVIe siècle, il est en train de donner des conseils à des parents qui viennent l'interroger sur le choix d'un précepteur. Et il leur dit, prenez quelqu'un, un précepteur, donc un enseignant, qui a la tête bien faite plutôt que la tête bien pleine. C'est révolutionnaire pour l'époque. Parce que nous sommes au XVIe siècle, donc nous sommes au début de l'époque moderne, fin de l'époque médiévale, et nous sommes quelques décennies seulement après l'invention, en tout cas la diffusion du livre à caractère imprimé.
Et ce que nous dit Michel de Montaigne, c'est que jusqu'à présent, un bon enseignant, c'est quelqu'un qui avait accumulé de la connaissance et qui effectivement devait la transmettre à des élèves qui avaient des capacités de mémorisation beaucoup plus grandes que celles de nos élèves actuellement. Or, maintenant que les livres existent et qu'ils sont diffusés et que les bibliothèques se multiplient à travers l'Europe, un bon enseignant n'est plus un puissant fond de savoir. Un bon enseignant, c'est quelqu'un qui maîtrise l'art de la pédagogie et qui va être capable d'apprendre à ses élèves, de continuer à apprendre même lorsque lui ne sera plus devant eux. Alors tout ce que je vous raconte, en fait, ça a été étudié beaucoup plus récemment par un autre philosophe qui s'appelle Michel Serres. Et il développe tout ceci dans l'ouvrage qui s'appelle Petite Poussette, publié en 2012, où il parle de révolution culturelle et cognitive. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle période de révolution culturelle et cognitive. Alors, je le pense parce que Michel Serres nous l'a dit. Mais quand Michel Serres nous l'a dit, lui, il pensait à Internet. Il pensait aux ordinateurs et il pensait au téléphone portable. D'où le nom de cet ouvrage, Petite Poussette. Petite Poussette, ce sont ces enfants qui ont le savoir au bout de leur pouce grâce à leur téléphone portable. Et finalement, je prends un peu de recul par rapport aux IA génératives parce que moi, je considère que les IA génératives n'ont pas révolutionné ce passage, cette période dans laquelle nous sommes rentrés depuis les années 90. Nous sommes rentrés dans ce nouveau contexte culturel et technologique qui fait que nous avons une nouvelle relation à la connaissance. Les IA génératives ne sont qu'une innovation et non pas une évolution, une révolution aussi grave que ça. Et je terminerai en disant que chaque enseignant, à mon avis, en a pris conscience en écoutant peut-être un peu ses élèves. Face à une question qu'on a tous entendue de l'élève qui, à un moment donné, relève la tête et nous dit « Mais à quoi ça sert ?» Si on prend le temps de discuter avec nos élèves, on se rend compte que dans les années 70-80, quand un élève disait à un enseignant « Mais à quoi ça sert ?» il lui disait « Je veux être infirmier. » Je veux être boulanger, je veux être professeur. À quoi ça me sert de connaître tout sur la Révolution française si je veux être professeur de mathématiques? Aujourd'hui, quand on a ces élèves qui nous posent cette question et qu'on prend le temps d'en discuter avec eux, on se rend compte que la question reste, mais le sens n'est plus le même. Ce qu'ils nous disent, c'est « Ok, votre cours sur la Révolution française, ça a l'air sympa, mais en fait, concrètement, si je veux avoir un jour un cours sur la Révolution française, j'allume mon ordinateur, je peux avoir des centaines de cours. Je demande à une IA générative et je peux lui demander un cours adapté à mon niveau du moment, à mon niveau d'approfondissement souhaité au regard de ma curiosité du moment. Or, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le conflit israélo-palestinien. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la crise politique à l'intérieur de notre pays. Alors parlons de ça. Alors, je suis pas en train de leur donner raison, hein, mais du coup, je pense qu'en tant qu'enseignant, on doit l'entendre et on doit modifier le curseur entre connaissance et compétence. Super intéressant et merci pour cette définition, je trouve, du métier d'enseignant aussi, parce que effectivement c'est une vraie question à poser et j'aime beaucoup la définition que tu en as donnée ici. Est-ce que par rapport à l'exemple que tu avais donné tout à l'heure sur ce qui s'est passé avec tes élèves dans l'utilisation finalement de l'outil, et est-ce que ça veut dire que le rôle de l'école aujourd'hui, ça va être vraiment d'éduquer d'une certaine façon à ces intelligences artificielles, de les accompagner, de les aider à les utiliser de manière pertinente, efficace, ça va être un rôle de l'enseignant de jouer ce rôle-là à l'école? Alors oui, je pense qu'on va pas pouvoir y échapper puisque c'est toujours le rôle de l'enseignant et de l'école de préparer de futurs citoyens, de préparer ses enfants à rentrer dans la société qui nous attend dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et en fait, on voit bien là que les IA génératives sont en train de s'infiltrer dans tous les secteurs professionnels. La médecine, on en a beaucoup parlé, mais aussi l'automobile, le secteur bancaire, le domaine de l'assurance, la traduction, etc. Donc, on n'a pas le choix. Maintenant, comment on le fait ?
on voit qu'on a des pays qui ont été précurseurs ou des régions. Je pense notamment à Hong Kong. La région maintenant de Hong Kong en Chine a été précurseur dans le domaine. Dès la rentrée de septembre 2023, l'année dernière, ils ont intégré dans leur curriculum des modules de formation aux IA génératives à destination de tous les élèves. On manque pour le moment de recul sur ces expérimentations, mais on voit bien que tous les autres pays du monde sont en train d'y réfléchir. En France, la ministre de l'Éducation nationale a saisi le Conseil supérieur des programmes en mars 2024, alors avec une formulation qui n'en finit pas de nous inspirer, de nous interroger. Je vous lis la saisine. Les programmes contribueront pour chaque discipline à créer une culture de l'IA au travers en particulier de l'utilisation raisonnée des possibilités offertes par les outils utilisant l'intelligence artificielle. Ils identifieront pour chaque année le cas d'usage où l'apport de l'IA représente une véritable plus-value et les notions à connaître. Et là, on voit qu'il y a une ambiguïté. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut qu'on utilise l'IA, et donc auquel cas c'est un outil au service de l'enseignement et de l'apprentissage, ou est-ce qu'il faut faire une éducation à l'IA? Donc, il faut expliquer à nos élèves ce que c'est qu'un algorithme, leur donner des bases mathématiques liées au développement des intelligences artificielles. Ce n'est pas encore très, très clair. Alors, on a des choses qui commencent à se développer. Nos collègues suisses ont mis en place des ressources qui sont très, très intéressantes, que moi, je trouve intéressantes parce que elles mêlent justement le côté théorique et le côté pratique. Voilà. Comprendre ce que c'est qu'un algorithme ou l'apprentissage adaptatif, c'est parfois apprendre à nourrir une intelligence artificielle pour repérer des biais, par exemple. Donc, il y a des choses très sympas qui se mettent en place. Moi, j'ai travaillé personnellement cet été avec les éditions Magnard pour sortir un module de formation sur l'éducation au numérique et l'éducation à la citoyenneté numérique de manière générale. Et à l'intérieur, on a créé un premier module sur les intelligences artificielles auprès des collégiens et des lycéens. Donc avec ce projet CyberEmi, et puis je sais que par exemple Pix, donc qui est la plateforme d'acquisition des compétences numériques en France, développe des modules qui vont être implémentés très très prochainement. Donc on voit bien qu'on a des choses qui se mettent en place. Maintenant, moi j'ai quand même tendance à me dire qu'on ne doit pas se précipiter, parce que ces technologies sont encore très instables. On ne sait pas exactement jusqu'où elles vont aller. J'ai peut-être quelques certitudes, 3 certitudes. La première, c'est qu'il faut absolument éviter toute posture, alors émotionnelle ou moralisante. Ça marche pas. C'est l'erreur qu'on a faite, que beaucoup d'enseignants ont fait avec Wikipédia. Je me souviens d'élèves terrorisés qui nous disait, mais monsieur, vous nous avez donné un exposé à faire, est-ce qu'on a le droit d'utiliser Wikipédia? La réponse était toujours, oui, c'est une ressource parmi d'autres. Ouais, mais tous les enseignants nous disent qu'il faut pas utiliser Wikipédia. Finalement, moi, j'avais développé une stratégie, un module de formation avec mes élèves où je leur montrais comment modifier Wikipédia. Et donc, tous les ans, je travaillais à l'époque dans un établissement qui s'appelait le lycée Anna Judic. Et j'allais sur la fiche Wikipédia d'Anna Judic et j'expliquais que Anna Judic était une grande vendeuse de kebab. Et je publiais. Et ça restait 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, et on regardait et on attendait. Et là, après, on peut faire de l'éducation. Je leur expliquais, mais imaginez là quelqu'un qui doit faire un exposé sur Anna Judic. S'il ne croise pas ses sources, s'il n'utilise pas son esprit critique, il va raconter n'importe quoi pendant son exposé. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on vous demande d'être prudent dans l'utilisation de Wikipédia. Et pour moi, c'est exactement la même chose avec les IA génératives. J'utilise les IA génératives avec mes élèves, mais je suis avec eux et je leur montre. Et contrairement à ce que beaucoup d'enseignants parfois craignent, je suis ravi quand l'IA générative fait une erreur, ou quand sa réponse est incomplète, ou quand c'est trop imprécis, parce que ça me permet justement de leur dire en acte, vous voyez là, il y a eu une erreur. Si je n'avais pas été là, si moi je n'avais pas le regard et le recul critique pour corriger ceci, vous auriez pu partir de travers. Donc ça, c'est
la première certitude, il faut l'utiliser avec eux pour leur apprendre en acte à l'utiliser. La deuxième certitude, c'est qu'il va falloir adopter une démarche pluridisciplinaire. Pour comprendre ce qui se passe avec les IA génératives, il faut une culture mathématique. Il faut aussi une culture en sciences naturelles. Il y a de la physique, il y a des SVT, des sciences naturelles dans tout ça. Et puis, il faut également nos collègues philosophes, il faut également les historiens pour comprendre ce qui se passe. Donc, pour moi, là, il faut vraiment qu'on ait une approche pluridisciplinaire et bien trouver un équilibre entre le théorique et le pratique, de façon à très rapidement aborder avec nos élèves des questions qui vont s'imposer dans nos sociétés. Et je pense que nos élèves, dans quelques années, vont avoir la responsabilité de faire des choix de société gigantesques autour de ces outils. Est-ce que ces outils peuvent renforcer la démocratie ou mettre en danger la démocratie ? On parle beaucoup en ce moment des deepfakes. Les États-Unis ont pris énormément de mesures là parce qu'ils s'inquiètent énormément de ce qui va se passer dans les prochaines semaines et de l'utilisation des IA génératives dans le contexte électoral qui est le leur. Notre rapport à la vérité va évoluer, notre rapport à l'autorité va évoluer et enfin notre rapport au travail va évoluer. Certains s'inquiètent de la disparition de milliers et probablement de millions d'emplois. Mais là, par exemple, les historiens ont des choses à dire. On a un excellent ouvrage qui a été publié il y a 9 ans de Paulin Ismar sur la démocratie athénienne. Alors, l'ouvrage s'appelle « La démocratie contre les experts, les esclaves publics en Grèce ancienne ». Que nous dit ce chercheur en histoire? Il revalorise un petit peu la posture de l'esclave public à l'époque antique. Nous, on a appris à l'école que les esclaves avaient un peu le rang d'une chose et qu'ils étaient là pour obéir. En fait, Paulin Ismar montre que certains esclaves avaient développé une compétence telle qu'ils sont en fait des experts et que peu importe les élus qui se succédaient à la tête de la cité d'Athènes, eux restaient là et eux avaient la compétence qui leur permettait d'imposer et d'influencer le cours de la démocratie. Et en fait, ça, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont discutées en lien avec les IA génératives. Sam Altman, le fondateur de OpenAI et de ChatGPT, milite pour la mise en place d'un revenu universel. Sa fondation, Open Research, mène des études depuis 8 ans pour voir ce que la mise en place d'un revenu universel pourrait faire dans nos sociétés. Mais parce qu'il est persuadé qu'effectivement, les IA génératives vont supprimer des millions d'emplois. Est-ce que c'est un drame? Dans une considération capitaliste de la société, oui. Mais en fait, si on revient à l'Antiquité et qu'on se dit que ce temps libéré va nous permettre de nous recentrer sur le développement de soi, l'implication dans la politique, l'implication dans la société, eh bien au contraire, ce n'est pas grave et ça va peut-être nous permettre de nous recentrer sur l'essentiel de ce qui fait de nous des êtres humains. Donc vous voyez qu'il y a entre ça va menacer la démocratie et on va aller vers des dictatures et c'est horrible et peut-être que finalement on est en train de se recentrer sur nos compétences et notre nature humaine. Il y a 2 pôles là dont il va falloir qu'on discute et nos élèves vont devoir y réfléchir pour prendre des décisions politiques. Par rapport à ce que tu disais sur le fait d'éduquer aux intelligences artificielles justement au sein des écoles, je disais il ne faut pas aller trop vite non plus, il ne faut pas se précipiter, mais il y a une urgence d'une certaine façon à former les enseignants, parce que pour que les enseignants puissent se sentir à l'aise, puissent accompagner leurs élèves, il faut qu'eux-mêmes puissent rentrer quand même dans cette démarche, avoir les bons outils, s'être posé les bonnes questions, ce qui n'est pas toujours évident parce que ça va très vite. On a encore l'impression que c'est un outil en construction et que d'un mois à l'autre, j'irais même dire jusqu'à une semaine à l'autre, les choses évoluent encore. Ce serait quoi ton conseil par rapport aux enseignants? C'est de les encourager à aller vers une formation par rapport à tout ça pour qu'ils puissent se sentir à l'aise en classe ou d'attendre encore un petit peu? Non, se former, mais se former sans pression. Je pense qu'on en a suffisamment sur plein de domaines, l'évaluation, la différenciation, etc.
On n'a pas besoin de se remettre une pression complémentaire. Donc quand on en a la possibilité et quand on a des modules de formation qui sont proposés dans un plan de formation, je trouve toujours intéressant d'y aller. Alors bon, évidemment, hein, j'en anime des formations comme ça. Donc oui, moi je trouve que c'est important, et y compris si on n'a pas envie pour le moment de l'utiliser, mais tout simplement pour commencer à s'acculturer. Et parce que nos élèves commencent à l'utiliser. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Moi, au-delà de toutes ces questions très techniques, je rappelle quand même à nos collègues que on vit dans une société et nos élèves vivent dans cette société. Donc, si nous, enseignants, on n'est pas en permanence connectés à cette société pour essayer d'aider nos élèves à déchiffrer un monde complexe, personne ne le fera. Ils n'ont pas tous la possibilité d'être dans un milieu familial qui va leur donner ces clés. Donc nous, on a intérêt à y aller, mais sans pression. L'idée n'est jamais de dire aux collègues, vous devez absolument y aller, ou au contraire, vous devez absolument refuser. Allez-y, et allez-y au rythme qui est le vôtre. On a le temps, on n'est pas pressé. Et une chose est sûre, c'est que ça peut, clairement nous apporter des choses à partir du moment où on sait se protéger des potentiels risques. Ok. Ma dernière question, ce serait, j'ai entendu, on en discutait avec des enseignants qui exprimaient cette crainte de dire finalement, est-ce que cette intelligence artificielle, tout va très vite, on en parlait tout à l'heure, hein, je vais écrire mon prompt, je vais avoir une réponse assez rapide, je vais avoir un retour, etc. Finalement, au moindre petit besoin de se dire, tiens, j'ai un outil au service, de se dire, est-ce que ça va pas créer une certaine paresse de pensée chez l'homme, de se dire à un moment donné, je n'essaye même plus par moi-même, finalement, je vais toujours me faire aider, me faire soutenir par cet outil, peu importe la question qui m'est posée ou l'activité que je dois exercer. Alors, qu'est-ce que toi tu en penses et comment s'en protéger de cette paresse que pourraient avoir certains étudiants? Alors là aussi, vous allez croire que c'est une manie, mais je trouve intéressant de s'arrêter déjà sur la question et d'interroger la question. Parce que moi, je croise beaucoup d'enseignants aussi qui n'osent pas dire et assumer qu'ils utilisent parfois les intelligences artificielles génératives. Parce qu'on est encore dans cette idée que le cours, c'est moi qui le fais. Alors même si on trouve quelque chose de parfait sur Internet et qui nous convient, quand même, on peut pas totalement assumer, parce que ça voudrait dire qu'on est paresseux et qu'on n'a pas fait notre boulot. Mais en même temps, si notre tâche, c'est de faire exactement quelque chose qui existe de manière parfaite à disposition, pourquoi on referait ce qui existe de manière parfaite? Alors moi je trouve que ça nous interroge énormément sur notre rapport au travail, à la paresse. Je renvoie aux essais de Paul Lafargue sur le droit à la paresse au XIXe siècle. C'est absolument passionnant et d'autant plus dans le milieu enseignant, je trouve, parce que on passe notre temps à expliquer à nos élèves qu'ils doivent travailler, qu'ils doivent respecter une chronologie, que c'est important pour eux, même s'ils en comprennent pas toujours le sens. Et moi, je constate quand même que sur le terrain, et moi le premier, je me mets dans le lot, que on a beaucoup de mal à respecter un calendrier. Quand il s'agit de corriger des copies, on est toujours en retard. Quand il s'agit de remplir les bulletins trimestriels ou un rapport quelconque, on est toujours en retard. Donc en fait, on ne fait absolument pas ce qu'on préconise auprès de nos élèves. Pourquoi ? Parce que moi, je suis persuadé que notre nature humaine est profondément paresseuse et qu'on ne travaille qu'à partir du moment où on y a un intérêt ou alors qu'on a une contrainte. Et là, il faut avouer qu'on a un outil qui nous permet d'aller plus vite et puis de nous décharger d'une grande charge de travail. Faut-il s'en passer ? Surtout pas. Surtout pas. Le métier d'enseignant est un métier compliqué. On a des statistiques au niveau européen qui nous montrent que notre charge de travail est gigantesque. Les enseignants sont épuisés et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles on n'arrive plus à recruter les enseignants. Et là on a un outil qui nous permet de nous décharger d'une grande partie de nos missions qui sont
par bonheur en plus, les missions les plus réparbatives et les plus répétitives. Pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? Lorsque la calculatrice a été inventée, certains ont résisté, ils se sont dit on va encore, voilà, c'est important de faire du calcul mental, et je le pense. Mais encore une fois, tout est une question de curseur. Il est important de continuer à avoir les bases du calcul mental pour ne pas devenir l'objet de la calculatrice et pouvoir continuer à exercer son esprit critique. Mais néanmoins, au quotidien, c'est indispensable pour pouvoir avancer, non seulement à titre individuel, mais à titre collectif. C'est-à-dire, les mathématiques n'auraient jamais pu progresser si on était resté à l'époque du boulier. Les calculatrices, puis les ordinateurs, puis les supercalculateurs nous ont permis de faire des avancées gigantesques dans l'histoire de l'humanité. Bon allons-y franchement. Et j'ai envie de dire, en fait, ces machines et ces technologies, justement, peut-être, nous aident à ouvrir les yeux sur ce qui est vraiment essentiel et sur ce qui l'est moins. Et encore une fois, dans le domaine de l'éducation, je trouve qu'il y a deux sujets sur lesquels on a ouvert les yeux. C'est sur celui du travail à la maison. Voilà, beaucoup d'enseignants, moi, m'interpellent en me disant comment je fais pour détecter un travail qui a été réalisé à la maison et qui a été fait par une IA générative. J'en suis persuadé. Est-ce que tu peux me donner un détecteur? La réponse est toujours de dire aux collègues, mais non, je ne vous donnerai pas de détecteur. Alors, d'une part, parce qu'ils n'existent pas ou qu'ils sont très, très faillibles. Et d'autre part, mais parce qu'en fait, ça nous fait enfin réfléchir au sens du travail que l'on donne à faire à la maison. Si finalement on donne quelque chose à faire à un élève qui peut être réalisé en 20 secondes par une IA générative, peut-être que cette tâche est totalement inutile. Et peut-être qu'il faudrait donner d'autres exercices qui mobilisent la mémorisation, qui mobilisent la créativité, qui mobilisent la coopération. On a eu un gros débat l'année dernière en France sur le grand oral. Cette nouvelle épreuve qui a été mise en place dans le cadre du bac réformé, ce grand oral invite les élèves alors c'était 5 minutes, c'est passé à 10 minutes, et donc faire une présentation sans être interrompu auprès d'un jury sur une thématique qu'ils ont choisie. Beaucoup d'élèves ont expliqué dans les médias en juillet 2023 qu'ils avaient en fait donné leur sujet de grand oral à une IA générative 2 heures avant de passer leur grand oral, qu'ils ont appris ce texte et qu'ils l'ont récité, et la plupart d'entre eux ont eu entre 15 et 18. Énorme scandale chez les enseignants, moi j'ai envie de dire, en fait, le problème ce n'est pas l'IA générative, le problème ce n'est pas l'élève, le problème c'est la nature de l'épreuve. Si aujourd'hui avoir son bac à 18 ans en France, c'est être capable de réciter par cœur un texte écrit par quelqu'un d'autre, c'est peut-être que cette épreuve n'a aucun intérêt et qu'il faut la réformer. Mille merci, c'est super intéressant en tout cas de t'entendre, parce que ça amène à réfléchir, à se poser des questions, à faire évoluer aussi la réflexion par rapport à tout ça. Mickaël, toi tu as dit enseignant formateur, on peut te retrouver pour ceux qui t'entendraient, t'écouteraient, se diraient tiens j'ai envie d'en savoir plus, peut-être de lire certains articles aussi que tu as publiés. Je sais que tu es présent en tout cas sur les réseaux. Est-ce qu'il y a une adresse, un site que tu nous conseilles en tout cas de consulter si on veut en savoir plus sur toi, sur les formations que tu donnes, sur les activités que tu proposes? Oui. Alors effectivement, le plus simple, c'est les réseaux sociaux, que ce soit X ou LinkedIn. Et donc, vous pouvez m'envoyer un message sans problème et j'y réponds très rapidement et volontiers. Et puis ensuite, vous pouvez me retrouver par ailleurs dans différentes publications. J'ai un site de réflexion pédagogique qui s'appelle la PEPS pour une pédagogie participative et sociale. Mais je publie également énormément sur un site qui est destiné aux élèves, qui s'appelle Historicophile, où là, les collègues peuvent voir vraiment très concrètement les outils que je propose à mes élèves en classe et comment on utilise, par exemple, l'intelligence artificielle générative. Et c'est là également où je relais alors des choses que je peux faire par ailleurs en formation ou des ouvrages que je publie sur ces sujets.
Excellent, ben, super. On n'hésitera pas en tout cas à partager tous ces liens-là donc dans le podcast. Et en tout cas, mille merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et voilà, on reparlera sans doute de tout ça peut-être dans quelques temps pour voir comment tout ce système aura évolué. Mais en tout cas, merci pour ce message positif. Je trouvais ça vraiment intéressant par rapport à nos enseignants, par rapport au métier d'enseignant, par rapport aux pistes futures et à ce regard un peu plus réflexif et moins automatique qu'on peut avoir par rapport à un sujet comme celui-là. Merci beaucoup pour votre invitation. Au plaisir de pouvoir échanger à nouveau. Super, merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, au revoir.